Salut les amis, je m'appelle Eva. J'ai 17 ans. Malheureusement, je ne vois plus ma famille. Je ne décroche pas le téléphone quand ils appellent. Je vous dirai pourquoi dans un petit moment. Tout ce que je vous demande, c'est de me dire ce que vous pensez après avoir entendu mon histoire. Qui a raison selon vous, eux ou moi? Mes parents ont commencé à se fréquenter pendant leur première année d'université. Ma mère est tombée enceinte de façon non planifiée. Ils étaient très jeunes, mais leurs parents les ont obligés à se marier. Je suis née peu après le mariage. Comme ils étaient encore étudiants, ils n'avaient ni le temps ni l'argent pour s'occuper de moi. Les parents de ma mère ont dit qu'ils pouvaient s'occuper de moi. Mais à l'époque, ils vivaient dans une autre ville, très loin. Mes parents ont utilisé cette excuse pour ne jamais venir me voir. Quand j'ai commencé à parler, j'ai appelé mes grands-parents maman et papa. Je n'ai pas revu mes parents avant l'âge de 6 ans. Quand j'ai appris qu'ils venaient, j'étais tellement excitée que je n'arrivais pas à dormir. Jusque-là, nous n'avions parlé qu'au téléphone. J'étais tellement curieuse à leur sujet. Ma mère avait-elle les cheveux longs ou courts? Mon père portait-il des lunettes? Étais-je censée les appeler maman et papa à partir de maintenant? Je restais éveillée toute la nuit avec toutes ces questions enfantines en tête. Je me souviens du moment où je les ai vus très clairement. Ma mère m'a serré très fort dans ses bras, mais mon père m'a seulement dit « Tu as tellement grandi » et m'a caressé les cheveux. Je pensais qu'ils allaient me ramener chez eux et que j'allais vivre avec eux à partir de maintenant. Mais ce n'était pas leur plan. Ils ont dit à ma grand-mère « Eva est tellement heureuse avec vous. On va continuer à travailler un peu plus longtemps et essayer d'améliorer les choses. On l'emmènera vivre avec nous dès qu'on en aura l'occasion. » Mais bizarrement, cette occasion n'est jamais venue. 4 ans ont passé. J'avais perdu tout espoir et cessé de les attendre. Malheureusement, un soir, ma grand-mère est décédée subitement. Mes parents sont venus. Ils ont décidé de mettre mon grand-père dans une maison de retraite. Ils n'avaient plus d'autre choix que de m'emmener avec eux. J'ai fini par comprendre pourquoi ils n'avaient jamais voulu de moi pendant toutes ces années. Même si j'étais leur enfant, nous n'avions jamais développé de lien affectif car nous n'avions jamais passé de temps ensemble. Ils ne se sentaient pas proches de moi et je ne me sentais pas proche d'eux non plus. On vivait dans la même maison, mais on était comme des étrangers. Ils n'ont presque jamais pris la peine de me parler. J'ai commencé à me sentir comme un parasite dans leur maison. J'avais du mal à les appeler maman et papa parce que je n'avais pas l'impression qu'ils étaient mes parents. 2 ans ont passé ainsi. Je n'étais pas du tout heureuse. Mes grands-parents aimants me manquaient tellement. Un jour, j'ai remarqué que le ventre de ma mère avait grossi. Quand ma mère m'a vu le regarder, elle m'a dit « Tu vas bientôt avoir un frère ». À ce moment-là, j'ai été très énervée. Vous imaginez, ma mère n'a même pas pris la peine de me dire qu'elle était enceinte. J'ai réalisé une fois de plus que mes parents se fichaient de moi. Quand mon frère est un aîné, la situation a empiré. Parce que j'ai vu à quel point il pouvait être chaleureux et aimant en tant que parent. Ma mère a quitté son travail pour passer tout son temps avec mon frère. Et même si mon père était très fatigué quand il revenait du travail, il jouait avec Ethan pendant des heures et je voyais qu'il aimait vraiment ça. Le week-end, il sortait avec Ethan et restait dehors toute la journée. Bien sûr, il ne m'emmenait jamais avec eux. Avant leur départ, ma mère me disait « Écoute, j'ai mis les vêtements d'Ethan dans la machine à laver. Lave-les et mets-les dans le sèche-linge. Et n'oublie pas de repasser les chemises de ton père. » Normalement, ça ne me poserait aucun problème, mais ça me faisait tellement mal de voir qu'elle ne communiquait avec moi que pour les tâches ménagères. Heureusement, je n'étais pas seule. Au moins, je pouvais partager ce que je vivais avec ma meilleure amie Anna. Elle m'a vraiment aidée à traverser cette épreuve. J'allais chez elle chaque fois que je me sentais déprimée, car elle vivait très près de moi. Même si je lui racontais tout le temps les mêmes choses, elle m'écoutait toujours. Elle me caressait les cheveux sans dire un mot pendant que je pleurais. Et ça me réconfortait vraiment. Anna m'a fait une énorme faveur à cette époque. Je lui en suis toujours reconnaissante. Sa famille a dû partir à l'étranger à cause du travail de son père au département d'État. Mais Anna ne voulait pas partir avec eux. Ses parents lui ont donc trouvé un internat. Anna m'a demandé « Tu voudrais pas venir à l'internat avec moi ?» Je lui ai dit « C'est une excellente idée, mais je ne sais pas ce que mes parents vont dire. » En même temps, je me doutais que l'idée allait vraiment leur plaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand je l'ai dit à mes parents, ils se sont regardés. Ils ont essayé de ne pas le montrer, mais je voyais qu'ils étaient vraiment ravis. Mon père m'a dit « Bien sûr, tu peux y aller si c'est ce que tu veux. » Ma mère a juste hoché la tête. Elle essayait vraiment de cacher son sourire. Leur réaction ne m'a pas contrariée car je les connaissais déjà assez bien. J'étais juste heureuse de ne plus avoir à les supporter. L'internat a instantanément changé ma vie. Notre école était située dans une forêt. Je me suis enfin sentie en paix. Anna et moi faisions de longues promenades ensemble. À l'époque, on commençait à peine à entendre parler de TikTok. Ce n'était pas aussi énorme que maintenant. Anna et moi avons lancé un compte ensemble. On faisait des vidéos pendant nos promenades en forêt et on les postait.
On se tenait au courant de toutes les grandes tendances. Notre nombre de followers augmentait. Il n'y avait qu'un seul problème. La plupart des gens à l'école nous jugeaient quand ils entendaient parler de notre TikTok. Malheureusement, ça faisait de la peine à Anna. Mais pas à moi, car j'étais habituée à ça avec ma famille. Avant, c'était Anna qui me réconfortait. C'était à mon tour de la consoler. On a pu continuer à faire des vidéos. Plus TikTok devenait populaire, plus on atteignait de plus en plus de gens. Le meilleur, c'est qu'au bout d'un certain temps, les marques ont commencé à prendre TikTok au sérieux. On recevait des propositions de partenariat. Au début, les tarifs étaient vraiment bas, mais très vite, ils sont devenus plus élevés. Je gagnais bien ma vie à présent et ça a incroyablement boosté ma confiance en moi. Avec l'argent que je gagnais, j'allais pouvoir me payer l'université après avoir obtenu mon bac. Entre-temps, Anna et moi étions devenus des stars de TikTok. Une chaîne de télé nous a contactés pour nous faire savoir qu'elle voulait faire un reportage sur nous. L'école nous a donné le feu vert et on l'a fait. Dans le reportage, ils nous ont appelés les lycéennes qui ont réussi sur TikTok. À un moment donné de l'interview, la journaliste a demandé « Combien gagnez-vous grâce à TikTok ?» Anna a répondu en plaisantant « On ne veut pas vous donner des chiffres, mais on gagne certainement beaucoup plus que nos parents. » On en a ri pendant le tournage. Je n'aurais jamais pensé que cette phrase allait complètement changer ma vie. Même s'il n'a été diffusé que sur une petite chaîne, mon père a vu le reportage. Depuis que j'étais arrivée à l'internat, ma mère ne m'envoyait qu'un seul SMS par mois pour me demander « Tout va bien ?» Et je lui répondais « Tout va bien ». C'était notre seule communication. Mon père n'a même pas appelé une seule fois. Mais il a appelé immédiatement après avoir vu le reportage. « Est-ce que ce que ton ami a dit est vrai? Tu te fais vraiment beaucoup d'argent sur TikTok ?» « Je m'en fais un peu, ouais, lui ai-je répondu. J'étais contrariée qu'il m'appelle à propos d'argent. Mon père m'a dit « Combien tu gagnes? Tu n'as même pas encore 18 ans. Tu devrais me donner cet argent. Je suis ton père. » J'en avais assez entendu. J'ai dit « T'as réalisé que t'étais mon père quand t'as entendu que j'avais de l'argent? Avant, je pensais aussi que t'étais mon père. Mais au fil des ans, tu m'as appris qu'en fait, tu ne l'étais pas. » Et je lui ai raccroché au nez. Il a rappelé plusieurs fois, mais je n'ai pas décroché. Puis ma mère a commencé à m'appeler aussi. Je n'ai pas répondu à ses appels non plus. Il m'a envoyé 1 million de textos. Il me parlait sans vergogne d'argent. Dans des circonstances normales, j'aurais pu leur envoyer tout l'argent que j'avais. Mais j'étais tellement énervée qu'il n'en est qu'après mon argent que je me suis promis de ne jamais leur donner quoi que ce soit. Ce soir-là, Anna et moi avons fait des recherches sur Internet. D'après ce qu'on a lu, si j'avais vécu avec mes parents, ils auraient eu le droit de prendre tout mon argent. Mais si on ne vit pas sous le même toit, alors c'est au juge de décider. Donc, si j'arrivais à convaincre le juge, mes parents ne pourraient pas toucher à mon argent. Le lendemain, mon père est venu à mon école, mais il y avait une surprise qui l'attendait. Je n'étais pas à l'école. J'avais anticipé qu'il ferait une chose pareille. Alors Anna et moi, nous étions levés très tôt le matin et avions quitté l'école. Le père d'Anna nous a obtenu un rendez-vous avec une avocate. On est allé au bureau de l'avocate. Je lui ai tout raconté. Elle m'a dit « Tu as été élevé par tes grands-parents. Si tu retournes vivre chez ton grand-père, tes parents ne pourront rien faire. Parce que, d'après ce que j'ai compris, tout ce qui intéresse tes parents, c'est ton argent. Une fois qu'on aura prouvé ça au tribunal, le juge se prononcera en ta faveur. Après cela, tu pourras vivre avec ton grand-père et personne ne pourra réclamer ton argent. » C'est exactement ce qui s'est passé. Mon avocate Florence m'a sauvée de ma famille cupide. Ils ne peuvent plus m'atteindre. Avec une partie de l'argent que j'ai gagné, j'ai acheté une belle maison pour y vivre avec mon grand-père. Mais j'ai dû quitter l'internat lorsqu'on y a déménagé. Alors Anna a fini par emménager avec nous. Maintenant, on va dans une nouvelle école ensemble. Au fait, je suis sûre que vous voulez savoir quel est notre compte TikTok. Mais pour des raisons juridiques, il m'est impossible de vous le dire. Je ne peux vous donner qu'un indice. Récemment, mon grand-père a fait des apparitions dans plusieurs de nos vidéos. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. Je voudrais vous rappeler ma question initiale. Selon vous, c'est qui a raison, mes parents ou moi? Dites-le moi dans les commentaires. À bientôt! Salut les amis, je m'appelle Amélie. Je suis atteinte d'une maladie génétique extrêmement rare. Cette maladie est si rare qu'il n'y a que 400 cas connus dans le monde entier. Et je suis l'une d'entre eux. Je suis sûre que vous serez choqués en découvrant ce que c'est. Vous ne le croirez peut-être même pas. Au fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant si vous voulez savoir quand de nouvelles vidéos sont postées. Et si vous aimez mon histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Tout d'abord, je veux vous parler de ce qui m'est arrivé quand j'avais 6 ans. Parce que c'était la première fois que mes parents ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Il y avait une forêt près de l'endroit où nous vivions. Parfois, nous allons y camper. Lors d'une de ces sorties, alors que ma mère préparait le dîner, mon père et moi sommes allés chercher du bois pour allumer le feu. Soudain, on a entendu ma mère crier.
Évidemment, mon père est retourné vers elle en courant. Il s'est avéré qu'un énorme serpent avait grimpé sur la table et se tenait là, juste à côté de la nourriture. Mon père a dit à ma mère, « Chérie, ne panique pas, je vais m'en débarrasser tout de suite. » Mais tout ce qu'il a pu faire, c'est essayer de repousser le serpent en faisant des bruits étranges. Entre-temps, j'avais remarqué que le serpent était à côté du gâteau au chocolat. Alors, sans même y penser, je me suis approchée du serpent et je l'ai attrapé par l'arrière de la tête. Puis je l'ai jeté au loin pendant que mes parents me regardaient avec incrédulité. Le serpent était probablement aussi choqué qu'eux. Il a rapidement disparu dans la forêt. Quand ma mère a crié « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai juste dit « Il allait manger notre gâteau !» Bien sûr, ce que j'avais fait était incroyablement dangereux. Si le serpent m'avait mordu, j'aurais pu tomber malade ou même mourir. Alors comment avais-je pu faire quelque chose d'aussi courageux alors que je n'avais que 6 ans? Je l'ai fait uniquement car je suis incapable de ressentir la peur. Je n'ai peur de rien. Ça peut sembler bien quand je le dis comme ça, mais c'est une maladie génétique et ce n'est certainement pas quelque chose à envier. Les gens ont 6 émotions. 1, la joie. 2, la tristesse. 3, le dégoût. 4, la surprise. 5, la colère. Et 6, la peur. Toutes ces émotions sont créées par le cerveau. Le cerveau décide quelle émotion on doit ressentir en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Mais que se passe-t-il si votre cerveau n'est pas familier avec l'une de ces 6 émotions? Exactement. Vous ne pouvez pas la ressentir. C'est le problème avec les gens comme moi. Notre cerveau ne sait tout simplement pas ce qu'est la peur. Ça signifie que je suis la personne la plus intrépide que vous pouvez rencontrer. Mais ce n'est pas quelque chose dont je peux être fière. Parce qu'être sans peur est beaucoup plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. À cause de ça, des choses désagréables m'arrivent. À plusieurs reprises, j'ai même été confrontée de près à la mort. Il y a un parc non loin de mon école. Parfois, mes amis y vont après l'école pour s'asseoir et discuter. Une fois, un homme a arraché un sac à main d'une femme assise sur le banc à côté de nous et a commencé à s'enfuir. Quand il est passé devant nous, je lui ai fait un croche-pied. L'homme a trébuché et est tombé à plat ventre et le sac lui a échappé. Bien sûr, elle était très heureuse de ce que j'avais fait. Elle m'a remercié encore et encore. Mais en même temps, ce que je venais de faire était bien trop dangereux pour quelqu'un de mon âge. L'homme aurait pu avoir un couteau ou même un pistolet. Et il aurait pu me blesser de tant de façons pour l'avoir entravé. Ce jour-là n'est qu'un exemple parmi d'autres du genre de situation dangereuse dans laquelle mon trouble pouvait me mettre. Alors, ai-je pu changer mon comportement suite à ça? Bien sûr que non. Comme je ne sais pas ce qu'est la peur, les mauvaises expériences n'ont malheureusement aucun effet sur moi. Peu importe ce que je vis, je continue à agir sans peur. Vous pourriez dire, d'accord, tu n'as peut-être pas peur, mais tu devrais utiliser ta tête. Dans de telles situations, protège-toi même si tu n'as pas peur. Malheureusement, ce n'est pas possible. J'ai entendu dire que, normalement, quand les gens ont peur, leur cœur bat très vite. Ils ont le souffle court et leurs paumes deviennent moites. Je ne comprends pas que je devrais avoir peur parce que rien de tout ça n'arrive à mon corps. D'ailleurs, je ne suis pas stupide. Mon QI est dans la moyenne. Je n'ai pas non plus de problème de mémoire. Je n'oublie pas les mauvaises choses qui m'arrivent. Mais malgré tout, quand je vois une grosse araignée, je l'attrape à main nue sans même y penser. Ça ne me va pas à l'esprit de me protéger car mon cerveau ne me signale pas que j'ai peur. C'est pour ça que je peux faire toutes ces choses qui peuvent vous paraître insensées. Bien sûr, il existe des gens courageux. Mais, comme vous l'avez compris, ce trouble est différent d'être courageux. C'est bien plus que ça. Par exemple, avant de traverser, on devrait vérifier s'il y a des voitures qui arrivent. Les gens comme moi ont même des problèmes avec quelque chose d'aussi basique. Malheureusement, la plupart du temps, je traverse sans regarder. Je vais vous dire un truc encore plus étrange. Vous approchez-vous des animaux sauvages en sachant qu'ils pourraient vous déchiqueter? Des gens comme moi pourraient le faire. Pendant ma première année de collège, on a fait une sortie de classe au zoo. Au bout d'un moment, on est arrivé à l'enclos des tigres. On a vu qu'il y avait 2 tigres adultes et un petit avec eux. Le petit tigre était, bien sûr, super mignon. Soudain, j'ai eu une envie irrésistible de le caresser. Il y avait un mur et un fossé qui nous séparaient des tigres. Je me suis dit que je pouvais sauter en bas, traverser le fossé à la nage et caresser ce petit tigre autant que je le voulais. J'ai donc décidé de le faire et j'ai commencé à grimper par-dessus le mur. Heureusement, la professeure a vu ce que je faisais et a pu m'attraper avant que je ne saute en bas. « Amélie, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle !» a-t-elle crié. Comme je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal, j'ai essayé de m'expliquer en disant « Je voulais juste caresser le petit, puis partir !» Après cet incident, mes parents m'ont emmenée chez un thérapeute. Ils savaient que j'étais une enfant courageuse, mais là, c'était un peu trop. Le thérapeute m'a posé beaucoup de questions sur des incidents similaires qui m'étaient arrivés dans le passé. Après, il a dit à mes parents
Il semble que le problème d'Amélie ne soit pas psychologique et les a orientés vers un neurologue. J'ai appris que les neurologues sont spécialisés dans les questions liées au cerveau. Ils m'ont fait passer de nombreux tests neurologiques. Par exemple, lors d'un test, le médecin m'a montré des photos de visages de personnes et m'a demandé comment elles se sentaient. Pour la première photo, j'ai dit « il rit, donc il est heureux ». Pour la prochaine, elle pleure, donc elle est triste. Sur la troisième photo, il y avait une femme qui criait. J'ai dit « elle crie, donc… » Et je me suis tue. Je me rends compte que ça semble fou, mais quand je vois le visage de quelqu'un qui a peur, je ne comprends pas qu'il a peur. Mon cerveau est non seulement incapable de créer la peur, mais il ne comprend pas non plus que d'autres personnes ont peur, car il n'a aucune idée de ce qu'est cette émotion. Comme mon cerveau ne le sait pas, je ne le sais pas non plus. Après ces tests, les neurologues m'ont donné un diagnostic définitif, trouble de l'absence de peur. Comme il s'agit d'une maladie génétique très rare, je suis devenue un cas d'étude dans la littérature médicale. De temps en temps, des scientifiques viennent me voir et effectuent de nouveaux tests. Les recherches sur ce trouble se poursuivent, car sa cause est encore inconnue. Comme vous l'avez peut-être deviné, il n'y a pas non plus de traitement. Je devrais vivre avec pour le reste de ma vie. Alors, y a-t-il des avantages à avoir ce trouble? Heureusement, oui. Je n'éprouve aucune des craintes qui rend la vie plus difficile aux gens. Par exemple, je n'ai jamais eu peur de passer des examens. Et ça a toujours eu un effet positif sur mes notes. Je n'ai pas non plus peur de parler en public. Comme je suis très à l'aise, je finis toujours déléguée dans les réunions parents-professeurs. Je n'ai pas non plus de phobie, comme la peur des espaces clos ou la peur des clowns. Et je n'en aurai jamais. Enfin, je dors toujours comme un bébé quand je prends l'avion. Je n'ai jamais peur, même si l'avion tremble beaucoup en cas de turbulence. Une fois, alors qu'on volait dans un orage, j'ai vu la foudre frapper un des moteurs de l'avion. J'ai ri et je l'ai dit à ma mère. Elle m'a dit « Amélie, ne me dis pas ces choses-là! Tout le monde n'est pas aussi courageux que toi !» Mes amis m'ont dit que la peur peut être agréable dans certaines situations. Bien sûr, je passe à côté de tout ça. Par exemple, je n'aime pas les films d'horreur parce qu'ils ne me font pas peur. Et je n'ai pas peur des fantômes, des zombies ou des vampires. Les scientifiques qui étudient mon trouble ont placé des électrodes sur ma tête et m'ont fait regarder des scènes des films les plus effrayants. Grâce à ces électrodes, ils pouvaient voir ce qu'il se passait dans mon cerveau en temps réel. Les tests ont démontré qu'il n'y avait aucune activité dans la partie de mon cerveau liée à la peur. Il fallait s'y attendre, mais maintenant, c'était prouvé scientifiquement. Une autre chose que tout le monde aime et que je n'aime pas, c'est de faire des montagnes russes. J'ai cédé à la pression de mes pères une fois et j'en ai fait une, même si je savais que je n'aurais pas peur. Ils ont perdu leur voix à force de crier. Moi, en revanche, je me suis juste ennuyée. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah. Voici ma sœur Leila. Elle a 4 ans de moins que moi. Malheureusement, ma famille l'aime plus que moi. Je ne suis même pas sûre qu'ils m'aiment tout court. En fait, j'ai toujours été consciente que mes parents sont plus gentils et plus compréhensifs envers Leila. Ça ne m'avait jamais dérangée, car je pensais que c'était normal qu'ils la traitaient ainsi, puisqu'elle est plus jeune que moi. Mais récemment, après tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à soupçonner que mes parents aiment Leila beaucoup plus que moi. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Tout ce que je vous demande, c'est de me partager vos réflexions en commentaire. Vous trouvez aussi que mes parents nous traitent différemment? Dites-le moi, s'il vous plaît. On a déménagé dans une nouvelle ville pendant l'été. Dans notre ancienne maison, Leila et moi partagions une chambre. Notre nouvelle maison est plus grande, donc on a maintenant une chambre chacune. On savait que les étés dans cette région étaient vraiment chauds, mais il s'est avéré qu'il faisait encore plus chaud que ce qu'on avait imaginé. La nuit, nous ne pouvions littéralement pas dormir. La maison n'avait l'air conditionné que dans la chambre de nos parents et le salon. Leila et moi ne l'avions donc pas dans nos chambres. On n'a finalement pas eu d'autre choix que de commencer à dormir dans le salon. Je détestais dormir dans le salon, comme j'avais maintenant ma propre chambre. Mais je n'avais pas vraiment d'autre choix, car le déménagement avait coûté cher à nos parents. Et ça aurait été égoïste de leur demander d'acheter 2 climatiseurs supplémentaires. Un soir, je suis allée au salon pour dormir comme d'habitude. Leila n'était pas encore là. Elle n'est pas venue avant que je m'endorme. Quand je me suis réveillée au matin, j'ai été surprise de voir qu'elle n'était pas là. En allant à la salle de bain, j'ai entendu qu'elle était dans sa chambre. Elle faisait un TikTok. Je suis allée dans sa chambre pour lui demander comment elle avait dormi dans la chaleur. Et devinez quoi? Il ne faisait pas chaud. Bien sûr, j'étais surprise. J'ai levé les yeux et j'ai vu la climatisation sur le mur. Ouais, mes parents lui avaient acheté un climatiseur tout neuf rendant sa chambre agréable et fraîche. Elle a donc pu dormir comme un bébé dans sa propre chambre cette nuit-là. Bien sûr, j'étais très en colère.
Ma mère et mon père prenaient leur petit déjeuner. J'ai demandé pourquoi il n'y avait que Leila qui avait un climatiseur. Calmement, mon père m'a expliqué « Ta sœur m'a dit qu'elle voulait dormir dans sa chambre et m'a demandé si on pouvait lui acheter un climatiseur. Je suis donc allée lui en chercher un. Ils l'ont installé pendant que t'étais à l'école. » J'ai commencé à lui dire « Papa, je vis ici aussi. Tu sais que moi non plus, j'ai pas envie de dormir dans le salon. » Ma mère m'a rapidement dit « Sarah, on t'en aurait acheté un si tu l'avais demandé. » J'ai dit « Allons en chercher un alors ?» Et mon père a répondu « Ça sera difficile pour nous de l'acheter ce mois-ci, mais on en reparlera le mois prochain. » J'avais vraiment pas envie de me disputer avec eux à ce sujet, mais il était évident qu'ils faisaient du favoritisme et qu'ils essayaient juste de le cacher. Comme je l'ai dit au début, ils ont toujours été plus gentils avec Leila, mais ce qu'ils ont fait cette fois-ci est allé bien au-delà. Après l'incident du climatiseur, j'ai commencé à voir les choses autrement et j'ai remarqué plus de choses comme ça venant de mes parents. C'est alors que j'ai commencé à réaliser que ma famille aime Leila plus que moi. Je vais vous donner un autre exemple. Depuis l'école primaire, je dois faire des tâches ménagères tous les jours. Je fais la lessive, je sors les poubelles. Quand ma mère me dit qu'elle va rentrer tard du travail, je cuisine. Mais je n'ai jamais vu Leila faire plus que ramener un verre vide de sa chambre à la cuisine. Ma mère fait son lit. Je repasse ses vêtements. Une fois, quand ma mère m'a dit « Passe l'aspirateur dans le salon », je lui ai dit « Je dois réviser pour mon devoir de maths de demain. Leila peut pas le faire ?» Ma mère m'a dit « Bien sûr que non. » Alors j'ai dit « Pourquoi pas ?» Vous savez ce qu'elle m'a dit? Parce que c'est à toi de le faire. C'est quoi cette réponse? Et sans rien dire d'autre, je l'ai fait comme une idiote. L'anniversaire de Leila est le mois prochain. Je m'en suis rendu compte quand ma mère m'a dit « Je pensais prendre un gâteau en forme de logo TikTok à Leila cette année. Qu'est-ce que t'en penses ?» Pour les anniversaires de Leila, on prend toujours un gâteau en forme de ce qu'elle aime à ce moment-là. L'année dernière, elle a reçu un gâteau qui ressemblait à un personnage de Roblox. Mais pour mes anniversaires, ma mère ne fait que des gâteaux ordinaires. Selon ma mère, c'est une tradition familiale. Elle fait mon gâteau elle-même pour me montrer à quel point elle tient à moi. Avant, je l'aurais cru. Mais maintenant, je sais qu'elle se fiche tout simplement de moi. Parce que si c'était le cas, elle préparait aussi les gâteaux de Leila. Dès que j'ai commencé à remarquer des choses comme ça n'a pas cessé d'arriver. Peut-être que ça avait toujours été comme ça et que je ne l'avais jamais remarqué. Un matin, ma sœur est venue à la cuisine en boitant. Elle s'était cogné le pied contre le bord du lit. Elle était très en colère et a dit « Maman, je viens de souffrir le martyre au sol pendant 10 minutes. Je n'arrêtais pas de t'appeler, pourquoi t'es pas venue ?» Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai entendu l'explication de ma mère. « Oh non, c'est toi qui m'appelais? J'ai cru que c'était Sarah, alors je suis pas venue. Oh mon Dieu, vos voix se ressemblent tellement que je les confonds. Désolée de pas être venue. » Elle disait ces choses comme si je n'étais pas là. C'est comme si elle voulait que je sache qu'elle se fiche de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Chère Leila, la prochaine fois tu devrais crier « C'est moi, Leila !» pour que maman sache que c'est toi. » Ma mère n'a rien dit. Elle me regardait juste comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. C'était tellement évident que Leila était la petite princesse de la famille. Mais je n'y avais jamais fait attention parce que j'étais naïve. Voici un autre exemple. Mes parents ne manquent jamais un spectacle de Leila à l'école. Si c'est pendant la journée, mon père prend un jour de congé. Je n'ai plus l'occasion de jouer, mais mon père venait rarement au mien, même quand j'étais petite. Quand il ne pouvait pas venir, il disait juste qu'il devait travailler. Mais quand il s'agit de Leila, mon père ne semble pas se soucier beaucoup du travail ou de quoi que ce soit d'autre. Mes parents viennent tôt pour être au premier rang et ils encouragent leurs précieuses filles comme des fous pendant tout le spectacle. L'autre différence avec l'école, ce sont nos notes. Chaque fois que j'ai une bonne note, mon père me dit que soit les questions étaient faciles, soit j'ai eu de la chance que ce soit un sujet que j'avais préparé. Il trouve toujours de quoi dire que je ne méritais pas une si bonne note. Avec Leila, c'est tout le contraire. Ses notes ne sont pas très bonnes, mais il lui invente toujours des excuses. Chaque fois qu'elle a une mauvaise note, il lui dit « Tu as dit que t'avais mal à la tête ce matin-là, ça doit être ça. » Ou « Ce prof est trop exigeant avec toi. » Pour essayer de prouver que ce n'est pas sa faute. Ce genre de choses n'arrêtait pas d'arriver et ça m'a vraiment rendue triste. Je prêtais attention à des choses dont je ne me serais normalement pas souciée. Il fallait que je règle ce problème. J'ai trouvé un site web qui proposait une thérapie en ligne et je me suis inscrite. Ce n'était pas trop cher. J'ai économisé mon argent de poche quelque temps et j'ai eu un rendez-vous avec une thérapeute du site. On a fait un appel vidéo qui a duré 1 heure. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu. À la fin de la séance, elle m'a dit « Sarah, tu ne peux pas résoudre ce problème toute seule. Ni moi ni un autre thérapeute ne pouvons t'aider. Tu dois faire face à tes parents et leur dire tout ce que tu viens de me dire. S'ils vous aiment toutes les deux également, ce qui est le cas à mon avis, ils devront vraiment t'en convaincre. »
Ou bien tu pourrais avoir raison et il pourrait favoriser ta sœur sans s'en rendre compte. Si c'est le cas, ce sont encore une fois tes parents qui doivent faire des efforts pour que tu n'aies pas l'impression qu'ils ne t'aiment pas. Ne perds donc pas ton temps avec des thérapeutes. La seule façon de résoudre ce problème, c'est avec ta famille. Ce qu'elle disait était très sensé. J'ai décidé de parler à mes parents dès que j'en ai eu l'occasion. Dimanche dernier, Leila était chez une amie, donc c'était un bon moment. J'ai dit à mes parents, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Évidemment, ils étaient très curieux. Je crois que j'ai parlé sans arrêt pendant 1h30. Ils ne m'ont même pas interrompu une seule fois, ils m'ont juste écouté. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer à plusieurs reprises. En fait, même le fait de leur parler de tout m'a fait du bien. Mais malheureusement, leur réaction n'a pas arrangé les choses. Au début, ils m'ont dit « On ne fait pas du tout de favoritisme et on vous aime toutes les deux beaucoup. » Ce n'était pas le problème. Mais ce que ma mère a dit ensuite m'a vraiment fait mal. Vos personnalités sont si différentes. C'est peut-être pour ça qu'on vous traite différemment, toi et Leila. Leila est un peu comme un chat. Elle ne fait attention à nous que lorsque nous faisons attention à elle. Elle est naturellement encline à rester loin de nous. C'est pour ça qu'on doit être très gentil avec elle tout le temps. Ta personnalité est tout le contraire. Je suis devenue rouge de rage quand j'ai entendu cette dernière phrase. Je savais ce qu'elle disait, mais j'ai fait semblant de ne pas comprendre. J'ai demandé « Comment ça, tout le contraire ?» Ma mère ne pouvait pas le dire clairement. « Le contraire d'un chat », a-t-elle dit. Je pense qu'elle regrettait l'exemple qu'elle avait donné. Je ne pouvais pas me retenir. Donc tu veux dire comme un chien. Leila a la personnalité d'un chat et je suis comme un chien. Peu importe la façon dont vous traitez le chien, il revient toujours et vous lèche. C'est ça, c'est ce que vous pensez vraiment de moi. Et je demandais. Ma mère a secoué la tête. Je suppose que je me suis mal exprimée. Je voulais juste dire que vous avez des caractères très différents, a-t-elle dit, en essayant de se défendre. Je pense que ce que ma mère a dit prouve clairement qu'ils nous traitent très différemment. En voyant que j'étais bouleversée, ils ont essayé de me consoler. Mon père m'a dit « Toi et ta sœur êtes si précieuses. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter comme ça. » Mais j'avais déjà eu ma réponse. Il voulait continuer à en parler, mais je ne pouvais pas le supporter. Alors, vous êtes d'accord que mes parents ne nous traitent pas de la même façon? J'ai toujours encore l'impression qu'ils aiment Leila plus qu'ils ne m'aiment moi. En plus de ça, l'analogie du chat et du chien de ma mère sur nos personnalités était vraiment bizarre. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît? Je vous promets que je les lirai tous. À bientôt!